Merci de nous suivre dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, depuis les décennies, l'Église catholique est toujours du côté des pauvres. Elle fait des œuvres pour aider les pauvres à pouvoir vivre dignement. Et voilà dans ces cadres-là où les projets sociaux à impact visible que l'Église a exécutés avec l'aide du gouvernement congolais. Et ce n'est même pas la première fois. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, l'État a toujours collaboré avec l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de ces projets sociaux à l'impact visible et donc financés par les gouvernements congolais actuels, donc sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour M. Blaise Mo, qui est l'un des moteurs aux pièces maîtresses dans l'exécution de ces projets. Monsieur Blaise, bonjour. Bonjour, révérende sœur. Et c'est la première fois que vous venez dans notre émission Les Jours du Seigneur. Merci de votre disponibilité. Merci ma sœur de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est une joie pour moi de venir à cette émission. Voilà. Et nous espérons que vous êtes bien indiqués à répondre à nos questions sur les projets sociaux à impact visible que nous avons suivis dans les réseaux sociaux ici et là. Ça fait beaucoup de bruit et vous êtes là pour nous donner des réponses. Avant tout, d'abord, quelle est l'ambiance dans laquelle les projets est exécutés? Merci beaucoup. L'ambiance actuelle est bonne, c'est-à-dire que nous avons la même volonté de côté des diocèses pour la poursuite des travaux pour ceux qui sont encore en train de travailler. Mais il faut dire que cette volonté pour aujourd'hui ne s'accompagne plus avec la même intensité de travail, dans la mesure où les fonds n'ont plus suivi depuis bientôt une année, qu'on a reçu la deuxième tranche de financement et la troisième se fait toujours attendre. Et cela a diminué l'intensité des travaux sur Donc il y a un peu de découragement. Bon, un peu de découragement, peut-être pas totalement, parce que nous y croyons, nous avons les promesses. Nous sommes conscients des difficultés auxquelles le pays fait face actuellement, qui font qu'il pourrait y avoir d'autres priorités plus urgentes pour le gouvernement. Et nous attendons au moment opportun que le gouvernement soit à mesure de décaisser ces fonds pour que les travaux qui peinent à continuer puissent recommencer. Voilà, ce n'est pas la première fois que l'Église catholique exécute des projets. Hein. Nous avons Caritas qui a toujours exécuté des projets comme dans les diocèses ici et là. Mais le problème ici est de savoir donc, quel est l'objectif visé par ces projets. Je crois que l'objectif, c'est comme vous l'avez déjà dit dans la première partie, c'est-à-dire que l'Église a toujours fait un travail important auprès des populations pour tout ce qui est infrastructure sociale. Et c'est par rapport à cela que le gouvernement, à travers les chefs de l'État, a manifesté le désir, par rapport à l'accord qui a été signé entre le gouvernement et la SENCO, de pouvoir renforcer le travail qui est fait par l'Église habituellement, afin que l'Église reçoive ses moyens, qu'on identifie sur le terrain les problèmes auxquels les populations font face et qui n'ont pas de solution. C'est vrai que le projet actuel n'apporterait pas de solution à tous les problèmes, mais tant soit peu que des initiatives soient identifiées afin que ces initiatives apportent des solutions aux problèmes des populations. Il y a beaucoup de projets qui devraient être mis en œuvre, mais nous essayons de voir parmi les besoins qu'il y a au sein de la population, de faire une priorisation des besoins pour qu'on identifie le plus urgent afin que l'argent soit affecté à ça. Donc l'objectif du projet, c'est aider l'Église à pouvoir aider la population pour des questions socio-économiques. Quand vous dites les problèmes, les projets plus urgents, c'est vous qui orientez les diocèses à réaliser tel ou tel projet ou les diocèses vous proposent selon les besoins? En fait, nous n'orientons pas les diocèses. Nous avons mis en place une stratégie qui consiste à ce que ce soit la base elle-même qui identifie les projets. Et là, nous avons eu en septembre 2022 un atelier au début, au lancement du projet, parce que le projet a été lancé en 2022 après le mois de juin. Donc en septembre, on a eu un atelier en 2022 où nous avons rassemblé tous les intervenants de terrain. Et lors de cet atelier, justement, nous avons essayé d'identifier avec eux
quels sont les problèmes qui se posent à la base et on a essayé ensemble de mettre en place un critérium qui leur permettrait à leur niveau, avec ce qu'ils font habituellement. Vous avez cité Caritas, il y a le B2M, il y a Justice et Paix, il y a toutes ces structures de l'Église. Bien entendu qu'ils les font avec la société civile, mais il y a aussi toutes les tournées pastorales des prêtres et des évêques qui aident aussi à identifier les problèmes de la population. À partir de là, les diocèses envoient 3 idées principales de projets par rapport à ce qu'ils ont identifié comme urgent. Et nous essayons avec eux de voir parmi les 3 projets quel est le plus urgent. Donc en bref, ce sont les projets qui viennent de la base. Les diocèses essayent de parler avec la population pour voir comment il faut agir en urgence et dans quel domaine. Donc vous nous confirmez que ce projet, le gouvernement congolais a financé 47 diocèses, sauf l'archidiocèse de Kinshasa. Bien entendu. Sauf, ce n'est pas que l'archidiocèse de Kinshasa a été exclu du projet. Mais l'ampleur de la ville de Kinshasa nécessite un peu plus de moyens que ce que l'on pourrait donner par CISPA. Donc pour l'instant, il y a 47 diocèses qui ont déjà commencé le travail. Donc l'archidiocèse n'a pas refusé, n'a pas commencé le projet. N'a pas commencé le projet. Et n'a pas encore reçu les fonds également. Donc pour l'instant, les 47 diocèses qui sont en train de travailler ont reçu le financement. Normalement, le contrat qui est signé désignait que nous ayons 300 000 $ par diocèse pour une année, par trimestre. Donc cela suppose, à mon avis, qu'on a 4 trimestres. Ce que ça devrait donner, on le comprend. Donc, et c'était dit que chaque trimestre, on recevrait 300 000 pour que nous puissions finir le travail. C'est ce qui fait qu'on a reçu en septembre. Et après, une autre tranche de financement est venue en juin 2023. Donc jusque-là, vous avez 600 000 et non 1 million comme la Nous n'avons jamais reçu 600 000 $ et nous n'avons jamais reçu 1 million de dollars, comme cela a été dit dans les médias. Les diocèses n'ont reçu, sur le plan contractuel, j'insiste, que 600 000 par diocèse. Je dis contractuel pourquoi? Parce que c'est dans le contrat qu'on parle de 300 000. Mais en réalité, les fonds qui débarquent dans les comptes des diocèses, ce n'est pas toujours 300. Vous avez des diocèses qui reçoivent 290 000, 200. Bon, c'est lié à toutes les transactions financières. Exactement. Donc, il n'y a pas un diocèse qui a eu du cash de 600 000 encore jusque-là, encore moins 1 million de dollars. Mais les tranches ont été versées en fonction de 300, mais avec toutes les transactions à travers les banques, les diocèses s'en sortent parfois avec 280, 285 000. Donc, mais nous n'avons que 2 tranches de financement qui sont arrivées, loin de parler de 1 million de dollars. Comme cela, la troisième tranche, mais quand bien même vous allez recevoir la troisième tranche, ça sera 900. 900. Ça ne sera pas donc 1 million. Même si nous recevons la tranche actuelle pour continuer les travaux, nous n'en serons qu'à 900 000 et moins que 900 après toutes les transactions financières dans les banques. Ce ne sera jamais 1 million de dollars. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Mais vous êtes à Kinshasa, M. Blaise, comment faites-vous pour garantir la bonne réalisation de ces projets? Nous faisons ce suivi de plusieurs façons. D'abord, la première façon, c'est le gouvernement a donné la possibilité que nous puissions faire la coordination de ces projets, c'est-à-dire que nous puissions avoir certains voyages quand cela est nécessaire. Il est impossible de faire des voyages à travers les 47 diocèses, mais nous y allons quand nous identifions des gaps et que nous avons besoin d'appuyer les collègues sur terrain. À ce moment, nous faisons des voyages, mais ce n'est pas systématiquement dans tous les diocèses. Ça, c'est la première façon de suivre les projets. La deuxième façon, c'est que nous organisons des réunions. Après la première réunion présentielle que nous avons organisée en septembre 2022, chaque trimestre, nous organisons une réunion en ligne avec tous les 47 diocèses qui sont branchés et nous donnons la parole à chacun dans cette réunion en ligne de s'exprimer, de nous dire ce qui est en train d'être fait. Nous posons la question. Les autres aussi peuvent poser la question pour capitaliser les expériences qui sont positives ailleurs. Et ça nous permet justement de faire le tour de table, de faire le tour des diocèses pour faire un suivi. Cela n'empêche que de façon particulière, un diocèse nous contacte. Il y a un groupe WhatsApp qui a été mis en place où au quotidien, nous échangeons sur les images, sur la marche du projet, sur les documents qu'il faut. Et ça nous permet justement d'être à jour avec tous les projets qui se passent à travers les diocèses. Revenons un peu sur la question des sélections. Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu en passant. Quels sont les critères qui vous permettent de sélectionner, d'orienter les projets? Les critères, d'abord, c'est de savoir que nous ne sommes pas en train de faire ce qui est déjà fait.
nous sommes en train de faire ce qui est urgent pour la population, ce qui est un vide dans cette population. C'est ce qui amène peut-être à vous parler de santé projet. Nous avons travaillé dans plusieurs secteurs. Donnez-nous des exemples. Principalement, nous travaillons dans le domaine de la santé, c'est-à-dire il y a eu plusieurs centres de santé, hôpitaux qui ont été construits. Mais ça existe déjà, il y a déjà... Ça existe et c'est déjà opérationnel. Parce que vous disiez tout à l'heure que vous faites ce qui n'a jamais été fait. Mais les centres de santé, il y en a toujours. C'est-à-dire que ce qui n'a jamais été fait dans le coin. C'est-à-dire des centres de santé, il y en a. Mais nous avons des centres de santé qui n'ont pas un plateau médical voulu. Okay. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un centre médical quelque part, vous n'avez pas des appareils de scanner, vous n'avez pas des appareils pour faire l'échographie. Tout ça, ce sont des manques. C'est-à-dire que vous avez un centre de santé, mais le plateau médical n'est pas complet. À ce moment, nous mettons en place un centre où nous venons équiper les centres existants pour avoir un plateau existant. Même ça veut dire qu'il peut y avoir un centre où nous intervenons. Nous intervenons dans les domaines, il y a des endroits où justement il était difficile de pouvoir faire des analyses médicales. Les gens devraient prendre des avions de l'Équateur, de partout pour venir jusqu'à Kinshasa uniquement pour être informés sur la maladie qui vous dérange. Mais nous essayons, nous avons mis en place, comme on l'a dit, à Guémena avec le dossier de Boudjala, dans un centre médical. Nous en avons mis en place un autre à Boma. Ce sont des centres justement qui permettent aux personnes d'avoir l'information sur leurs problèmes et de se déplacer utilement à Kinshasa. Parce que déjà, si je comprends bien, les projets a été orienté selon les besoins de la population. Selon les besoins de la population. Et comme j'ai dit, il y a un problème de manque, mais il y a aussi un problème d'accessibilité. C'est-à-dire que vous avez un centre de santé qui est le plus proche pour cette population. Il est situé à plus de 100 km. Nous sommes obligés de penser mettre un centre de santé parce que la question d'accessibilité aux soins et à l'éducation sont des questions qui sont primordiales. Parce que quand vous avez des personnes de troisième âge, vous avez des femmes qui doivent accoucher, vous avez des enfants malades, vous ne pouvez pas leur demander à ces personnes malades de se déplacer à plus de 50 km pour aller voir un médecin. Déjà qu'il n'y a pas de moyens de transport. Donc, il faut raccourcir l'accessibilité, il faut ramener les services plus proches de la population. Et c'est ça qui fait que vous avez des centres qui ont été construits dans des périmètres où il y en avait déjà. Vous avez des écoles qu'on a construites parce qu'uniquement, il y a des endroits où les coutumes ne permettent pas aux filles de pouvoir aller à l'école. Et donc, nous faisons la promotion de l'éducation des filles en mettant en place une école de filles dans ces coins-là. Quelqu'un dira, mais il existe déjà une école, pourquoi on en construit une autre? Donc, ça, ce sont des questions. Donc, vous avez, il y a des endroits où on a eu beaucoup de problèmes avec des jeunes. Si ce ne sont pas des guerres, ce sont des rébellions. C'est le cas, par exemple, de Mbujimaï. Il y a un centre professionnel qui est mis en place et qui va accueillir beaucoup de jeunes dans plusieurs filiales. Vous savez l'histoire avec la question des Kamona Sapua dans le Kasaï, sans parler aussi de l'exploitation artisanale des mines qui fait que les jeunes sont dans la déperdition scolaire. Alors maintenant, il y a des jeunes qui ont dépassé l'âge de la scolarité et ce sont seulement la possibilité de les former dans les métiers qui peut les récupérer. De peur que nous puissions avoir d'autres jeunes qui eux-mêmes commencent à se dessiner de leur façon et après on a la délinquance juvénile. Donc le centre est là pour récupérer les jeunes, les former au métier. Il donne la possibilité à tous les jeunes, il récupère les jeunes, mais ce n'est pas un centre qui récupère les jeunes qui sont sortis des groupes armés ou tout ça. Mais c'est des centres qui donnent la possibilité à tous les jeunes qui seraient dans des conditions comme ça d'avoir une porte qui est ouverte pour leur avenir. Vous avez le même centre, il a été fait à Butembo. Vous savez, les Nord Sud Kivu sont confrontés à certaines questions. Dans le Nord Kivu, il est important, par exemple, que les jeunes ne soient pas des désœuvrés. Il faut que ces jeunes-là trouvent de l'emploi, non seulement pour les questions socio-économiques de leur vie, mais également, ça, ce sont des projets qui ont un impact sur la protection des jeunes, mais aussi sur la sécurité, parce qu'après, ces projets font la récupération des jeunes qui peuvent être enrôlés de façon abusive dans les groupes armés. S'ils n'ont rien à faire, après, on leur propose à boire, à manger là-bas. Mais quand on met en place des projets comme ça, dans des milieux comme ceux-là, à Butembo et consort, ce sont des projets qui occupent les enfants et ce sont des projets qui ont plusieurs objectifs au même moment, au-delà de la question socio-économique, il embrasse des questions de sécurité, des questions de protection, etc. Voilà. Nous avons vu aussi, diocèse de Lissala, si je ne m'abuse pas,
de Lolo, et puis ils ont acheté aussi des bateaux. Bien sûr. Ça, c'est parce qu'un autre volet que je n'avais pas, parce que j'étais en train de parler de volets, un autre volet important, c'est l'autonomisation des familles. C'est-à-dire que la question les socio-économiques des familles, des populations dépend du revenu qu'on crée dans chaque ménage. On ne crée pas un revenu dans une population. Il faut d'abord commencer que chaque ménage ait la possibilité d'avoir un revenu. Et c'est ça justement qui finit par devenir une question, une prise en charge sociale pour tout le monde sur le plan économique. Sinon, c'est de l'abstrait. Alors donc, des projets comme ceux-là, celui dont vous parlez de l'Issala, il y a une rizerie, etc. Ce sont des projets qui ont commencé à relancer la possibilité pour les ménages d'avoir un revenu. Ce sont des projets d'autonomisation des populations. Les barges à l'Équateur ont un double effet. Le premier effet, c'est celui-là de l'autonomisation, parce que vous savez, les populations de l'Équateur, pour vendre leurs produits, les villes les plus proches, c'est Mbandaka et Kinshasa. Ils ne peuvent le faire que par la voie fluviale. Et donc, quand le diocèse de Lolo que vous citez met en place une barge, il répond à cette question afin d'aider la population à évacuer les produits qui pourrissent là-bas, mais aussi donne la possibilité à la population de Kinshasa d'avoir la nourriture. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet, c'est la mobilité de la personne et de la population. Parce que le barge ne ramène pas seulement à manger. Mais vous avez la possibilité pour ces endroits où les avions n'atterrissent pas, que les gens qui ont besoin de voyager, pas forcément des commerçants, puissent voyager. Donc, il y a aussi de la mobilité des populations qui est envisagée dans pareil projet où on met en place des barges. Mais il y a certaines personnes qui vous accusent qu'il y a des diocèses qui ont fait des auberges, des maisons d'accueil pour encaisser l'argent. Non, mais ça, c'est autant. Vous pouvez parler des auberges, moi j'ajouterais des salles polyvalentes. Vous avez des milieux où des partenaires, des ONG, des partenaires étrangers ne savent pas y aller pour apporter de l'aide à la population parce qu'ils ne savent pas en arrivant, ils vont dormir où, ils vont tenir des conférences où. Et il faut construire ces auberges pour permettre aux ONG de pouvoir se déplacer, d'aller s'implanter là-bas, de faire des missions et de travailler avec la population. Sinon, ils ne savent pas y aller parce que quand ils y arrivent, ils ne savent pas où dormir. Et ça, c'est très important. Les auberges répondent à ces projets. Parce qu'au fait, tous les projets, il faut voir, il y a des projets qui ouvrent des portes. Il y a des projets qui ont des effets d'entraînement sur d'autres. Vous pouvez avoir un projet qui apporte directement des solutions à des objectifs qui ont été identifiés. Mais il faut savoir que dans les domaines des projets, il y en a qu'on met en place parce qu'ils ont des effets d'entraînement sur d'autres projets qui vont venir. Quand vous mettez en place l'auberge, bien sûr que directement, il va accueillir les gens qui vont venir, les ONG comme j'en parle. Mais les effets d'entraînement, c'est que ceux qui vont venir dans ces milieux, ceux qui trouvent désormais des cadres pour dormir, ont la possibilité maintenant de développer avec la population certains projets. Donc ça va donner des effets d'entraînement sur beaucoup d'autres projets dans la communauté, mais comme on dirait, ça pourrait aussi aider justement la communauté à s'ouvrir au monde extérieur. Alors, M. Blaise, quel est le pourcentage approximatif de réalisation de ces projets? Il faut dire d'abord qu'en termes de pourcentage, nous sommes, on peut dire, à 80% de réalisation, si pas plus. Et quand je dis 80%, pourquoi? Parce que les 20% restants, c'est composé de projets. Vous avez des milieux comme vous avez suivi, vous verrez certaines vidéos dans les jours qui viennent. L'évêque de Congo est en train de parler, où il explique que les kilomètres, c'est pas 100 ou plus de 100 kilomètres pour arriver à Mbujimaï, pour aller s'approvisionner en ciment, etc. Mais ça, ce sont des projets qui sont plus coûteux en termes d'argent, mais également qui ont besoin du temps. Et donc, ce sont certains de ces projets-là, en termes de difficultés d'approvisionnement, traînent encore. Donc, en général, vous êtes un peu satisfait? Satisfait totalement, parce que ce projet traîne. Le deuxième type de projet, dans les 20% qui ne sont pas réalisés, c'est des projets qui ont été envisagés avec l'idée que nous allions recevoir les tranches de financement de façon continue. Vous avez un hôpital qui est envisagé pour 900 000 $.
Je parle Inongo, je vois Mbandaka. C'est des grands projets, des grands centres, des grands hôpitaux qui sont envisagés, mais qui malheureusement aujourd'hui ne peinent à finir parce donc que les travaux sont arrêtés. Sont arrêtés parce que c'est un plan de 900 000 et ils n'ont reçu que 580, ils ne peuvent pas encore le finir. Et c'est ça qui constitue les 20% qui aujourd'hui n'est pas encore réalisé, mais on est largement satisfait parce qu'il y a des écoles qui ont déjà commencé depuis 2023 à accueillir les enfants. Il y a des centres de santé, des hôpitaux qui déjà prennent en charge les patients. Donc je pense que pour aujourd'hui, en termes de construction et en termes de services rendus à la population, nous sommes à plus de 80% des réalisations. Et si le gouvernement ne complète pas la troisième tranche, les ouvrages qui n'ont pas fini, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette hypothèse parce que le projet, les contrats courent encore avec le gouvernement et le gouvernement manifeste toujours sa volonté de pouvoir soutenir ces actions. Comme le disait Monseigneur dans son émission sur Top Congo la dernière fois, c'est que nous avons toujours les promesses du gouvernement de pouvoir envoyer l'argent qui reste, même si ça traîne. Nous espérons que ça va venir. Donc nous n'avons pas en tête l'idée que ces projets s'arrêtent et qu'on ait des édifices ou des infrastructures inachevées par manque de financement. En tout cas, M. Blaise, ce n'est pas toujours facile de suivre ces genres de projets des lois, mais vous êtes mobile et vous arrivez à y faire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été buté ou que vous avez rencontrées? Bon, les difficultés, la plus grande difficulté, comme vous le savez, c'est que celle dont on parle tout le temps, c'est les non suivis des financements. Les financements ne se suivent pas tel que cela a été décidé. Ça, c'est la plus grande difficulté qui a un impact sur tous les autres, notamment la finition de certaines activités. Les difficultés que nous avons également, ça c'est par rapport au diocèse, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement en matériaux qui fait que certains doivent s'approvisionner à plus de 100 km ou à Kinshasa. Et la dernière fois, j'étais dans le Kasaï, il y a eu des moments où un sac de ciment est arrivé à plus de 40 $. Donc ça, ce sont des questions difficiles et parfois ils ont reçu les mêmes financements et donc ça met à mal certains projets. Ça, c'est une autre difficulté, c'est l'approvisionnement et le prix des matériaux en province. Bon, également, c'est les questions des routes pour acheminer. Ceux qui sont dans les Kasaï, par exemple, Kabinda, ils vont acheter en Bujimaï, jeter là-bas, c'est compliqué. Donc, autant de difficultés qui émanent de cette question de financement. Mais bon, je pense que le plus important, c'est de voir qu'on y parvient et qu'il y a une ferme volonté des évêques, un bon suivi des évêques chaque fois dans les différents diocèses pour la bonne exécution de ces projets. Mais également, il y a la bonne volonté de tous les collègues qui travaillent à ces projets qui font que le travail avance malgré ces difficultés. Voilà, un coup de chapeau au diocèse de Kenge qu'ils ont acheté machine à briques. Ça, c'est déjà quelque chose aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a eu des forages qui ont été faits. Et donc, il y a des diocèses qui ont entrevu justement la possibilité de pouvoir acheter des matériels de forage qui vont justement, après le projet, multiplier la construction d'autres forages ailleurs. Ça, c'est de un. De deux, l'acquisition de machines à briques, ça renforce l'habitat dans la communauté. Vous avez dans ce milieu-là, l'habitat est un problème parce que les gens n'ont pas des matériaux comme les briques nécessaires pour pouvoir construire. Donc, ce sont des initiatives qui, comme j'ai dit, c'est des projets qui ont des effets d'entraînement. C'est-à-dire que ces projets-là, cette machine va produire des briques. Ça, c'est l'objectif qu'on a directement. Mais après, il y a une stabilité sur l'habitat de la population. Exact. Voilà. Voilà, M. Blaise, malheureusement, nous ne pouvons pas continuer cette émission vu les temps qui nous a été accordé. Qu'est-ce que vous allez adresser aux points focaux qui exécutent ces projets dans les diocèses? Ce que je dis aux points focaux, c'est d'abord les remercier pour les efforts qu'ils font, malgré toutes les difficultés. Malgré tout ce qu'ils suivent dans les réseaux sociaux, bon, bah, évidemment, ils savent que tout ça est faux parce que le concret est là. Nous ne sommes pas en train de présenter ce que nous n'avons pas fait. Donc, je tiens d'abord à remercier tous les points focaux des diocèses par rapport à la collaboration que nous avons, nous tous entre nous, mais également avec la coordination au niveau national que suit Monseigneur Donatien Cholet. Mais également, nous voulons leur dire de garder courage et que nous sommes toujours en train de suivre pour que dans les jours qui suivent, Dieu aidant, que les fonds soient à leur disposition et que ceux qui ont entrevu des travaux inachevés puissent les achever.
dans quelques secondes au peuple congolais qui nous suivent, hein, qui ont suivi dans les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit sur les projets? Je pense que le peuple congolais, nous avons rendu public les rapports de nos activités. Donc, il n'y a rien à cacher. Ces rapports indiquent dans chaque diocèse ce qui a été fait. Donc, si vous êtes que dirais-je, au diocèse de Kassongo, vous êtes population de Kassongo, mais si dans les rapports on vous a dit que nous avons construit une école là-bas, mais vérifiez si cette école existe. Donc, je pense que la population a la possibilité, nous avons rendu public. Monseigneur, lors de son émission à Top Congo, a même déposé les rapports auprès de M. Christian Lusakwen. Et nous l'avons mis dans les sites de la Senko et il circule. Donc, il n'y a même pas possibilité que les gens puissent ergoter autour de ce travail. Il n'est pas possible que les gens pensent que ça a été détourné alors que les informations sont disponibles. On déclare ce qu'on a fait dans chaque diocèse. Donc, nous disons à la population de continuer à faire confiance à l'Église, comme elle a toujours dit, et de ne pas se laisser emporter par cette armée numérique qui s'emploie à dire des choses qui ne sont pas correctes dans les réseaux sociaux et de les confronter aux images réelles et des infrastructures qui sont mises en place dans les diocèses. Vous êtes disponible à quel l'IGF? L'IGF travaille déjà avec nous. Ce n'est pas qu'on reste disponible. Je pense que cette question-là aussi doit être comprise parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux, les gens ont commencé à présenter la situation comme si la Senko était dans des difficultés par rapport au projet Impact Visible et que l'IGF était... Non, justement, la lettre que nous avons vue circuler dans les réseaux sociaux date de longtemps. Et dans cette lettre, on voit bien qu'on ne cite pas la Senko, mais on cite toutes les organisations qui ont bénéficié de l'argent du gouvernement pour pouvoir travailler pour la population, notamment la Senko également. Donc je pense que les dernières sorties médiatiques ont commencé à focaliser la question sur la Senko. Non, l'IGF fait son travail habituel. Vous travaillez en collaboration. Voilà, à la fin de l'année, ils doivent savoir qu'est-ce que les gens ont fait avec l'argent du gouvernement. Et c'est dans ce sens-là qu'ils nous posent la même question. Et nous travaillons avec eux, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que nous sommes en train de travailler avec eux. Et jusque-là, tout se passe bien. Et nous n'avons pas à nous reprocher parce que ce qui devrait être fait est fait. Les preuves sont là, donc il n'y a pas à pouvoir croire que l'IGF est venu chez nous parce qu'il y a on a tiré la sonnette d'alarme. Non, il n'y a pas une sonnette d'alarme qui a été tirée sur le projet qui est exécuté par nous. L'IGF fait son travail routinier et cette fois-là, nous sommes parmi les organisations qu'il visite actuellement. Voilà, merci beaucoup, M. Blaise Mbo. Vous êtes les points focaux techniques au niveau de la coordination de ces projets. Bien sûr que c'est Monseigneur Cholet qui est le coordonnateur, mais vous travaillez ensemble. Merci de toutes les informations que vous venez de nous donner sur les projets sociaux à impact visible, comme nous venons de les suivre. Nous devons tout simplement retenir que l'Église a été toujours des côtés des faibles. Et l'Église travaille toujours dans la transparence au bénéfice des pauvres. Et tout ce qui a été fait dans les diocèses, ce n'est pas pour l'Église, mais au bénéfice du peuple congolais. Merci d'être passé dans notre émission. Nous attendons prochainement. Si vous avez d'autres informations sur la question, venez pour que nous puissions informer les publics. Voilà, l'émission n'est pas encore finie. Nous allons juste marquer une pause et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de notre émission.